C'était vraiment important d'organiser ce festival Cocopelli les tambours de Gaïa en Ariège, sur la commune du Mas d'Asile, là où siège Cocopelli en fait depuis 2013. En plus, on inaugure notre nouveau local en éco-construction et complètement incroyable. Il pleut depuis le mois de novembre et on a 2 jours de beau temps. C'est un week-end avec des moments en journée de conférences et d'ateliers et en soirée, 2 soirées-concerts le vendredi et le samedi soir. On a vraiment voulu faire un événement à la fois culturel, festif, avec tout un tas d'artistes et qui viennent aussi d'un peu partout. Donc Camille qui nous soutient depuis un moment, Sona Jobarté, BCUC, Doulin, un groupe toulousain. Ajouter à l'événement festif toute la partie qui nous tient vraiment à cœur, donc qui est en synergie avec les combats de Cocopelli. Donc il y a une vingtaine d'intervenants quasiment qui sont venus d'un peu partout sur la planète, c'est assez fantastique, et qui sont venus présenter leur travail militant, leur travail de chercheurs, ou leur travail d'agriculteurs, d'agroécologistes, etc. J'ai fondé les Maisons de l'Artémisia il y a exactement 5 ans pour répondre à un problème de santé majeur qui est que la moitié de la Terre vit en zone impaludée, mais que personne ne dit qu'une plante prise en tisane soigne ce paludisme. Ça fait 2000 ans que les Chinois ont découvert que cette plante traitait le paludisme. La plante est efficace à titre curatif, mais aussi à titre préventif, même très efficace. Il suffit par exemple pour des enfants en période de pluie de prendre cette tisane 1 jour sur 3 pour ne pas avoir le paludisme pendant la période de pluie. C'est extraordinaire. L'industrie pharmaceutique a tout à fait utilisé cette plante pour traiter le paludisme, mais en extrayant une molécule de cette plante pour en faire un médicament. On a fait des études cliniques aux normes de l'OMS qu'on est en train de publier pour bien prouver que cette plante est efficace contre le paludisme de façon certaine. Il n'y a pas de résistance à cette plante parce qu'en fait elle contient 20 molécules actives contre le paludisme. Un plasmodium, qui est l'agent infectieux de la malaria, ne peut pas être résistant à 20 molécules qui l'attaquent en même temps. L'Artémisia et l'armoise, c'est la même espèce qui pousse sous toutes les latitudes et sous toute altitude. Et aujourd'hui, il y a une solution qui est locale, efficace, pas chère, qu'on peut planter dans tous les jardins d'Afrique, d'Asie ou même d'Amérique du Sud et qui soigne très bien le paludisme. La campagne Semences sans frontières a été créée en 2002 par Dominique et Sophie Guillet pour pallier à la situation de détresse alimentaire dans laquelle se trouvent les paysans dans les pays les plus démunis parce qu'ils n'ont plus aucun accès à la semence fertile. C'est-à-dire que leurs semences paysannes anciennes, ils ont été remplacées par des variétés de l'agrochimie, par des hybrides fins, par des OGM. Cocopelli fait don de colis de semences fertiles pour que ces gens retrouvent leur autonomie semencière, mais aussi leur souveraineté alimentaire et leur liberté sociale vis-à-vis à ce marché très captif qui a été instauré par les multinationales. Nous donnons aussi tout un dossier avec des fiches techniques de production de semences pour que les bénéficiaires de nos colis, ils ont vraiment toutes les clés, toutes les connaissances nécessaires pour aller jusqu'à la création de jardins de production de semences. À la ferme de Cocopelli, nous avons mis en culture de l'Artémisia pour que nous puissions la distribuer également dans les pays impaludés. Et je pense aussi au projet de Claire Butès, qui est là ce week-end en tant que bénévole pour venir nous aider, qui a créé avec son association Les Enfants de Kravestali un projet de maraîchage dans un village au Népal. Je suis descendue à Pokhara et je leur ai posé la question à un restaurateur en lui disant ils viennent de où tes légumes ? Et ils m'ont répondu ça vient de la région du Taraï ou de Katmandou. J'ai dit mais t'as pas de local, t'as pas de bio, t'as pas de... Il me dit non. Et je suis remontée avec une idée au village. On est parti avec une équipe de bénévoles et on s'est dit qu'on allait construire des serres. Là il y a un petit marché bio qui a été créé depuis 3 mois. Tous les samedis matins on peut vendre nos légumes bio. Le constat, parce que ça fait 30 ans que l'humanitaire existe, ça fait une trentaine d'années, le constat c'est qu'ils ont oublié de transmettre leurs compétences. L'année prochaine, on va créer un comité au niveau du café. Donc on va créer une entreprise. Il y a beaucoup de cafés qui poussent au Népal. On a déjà offert plus de 2000 pieds.
Et j'ai besoin d'être formée, comme je te disais. Donc j'ai rencontré Eric qui est à Costa Rica. J'amène le fruit du café pour faire goûter, parce qu'on a tellement de producteurs de café qui galèrent parce que le cours du café est lié à la bourse de New York, que si on peut juste valoriser un déchet et les aider à trouver des filières et distribuer un antioxydant puissant qui peut se manger en snack ou en thé, je pense qu'il faut vraiment réfléchir dans nos plans de production et dans comment accompagner le monde paysan et comment diversifier les cultures. Les plantes médicinales ont une place incroyable et les plantes interdites certainement encore plus. On paye pour la première fois des producteurs sur un plan de production au même prix que ce qu'on paye les producteurs en France, pour essayer d'amener un nouveau métier qui n'existe pas en Amérique latine, le producteur de semences. La semence aussi nous permet ça, à travers la saveur, à travers la gastro, c'est de toucher des nouveaux publics, et le message va être de plus en plus, je crois, à la nutrition. Pas juste beau, c'est pas juste romantique, c'est pas juste une question d'indépendance et d'autonomie, ce qui est déjà énorme. C'est juste qu'il faut se nourrir correctement parce qu'il n'y a plus de système immunitaire qui tienne la route. On est en pleine mutation vis-à-vis de toutes les pollutions qui nous entourent. Donc les gens doivent comprendre que oui, le bio ça nourrit plus que le conventionnel. Mais le bio issu d'une graine créole, ça nourrit encore plus qu'un bio issu d'une graine hybride. Je suis ici pour parler de sélection variétale. J'ai une ferme de recherche et lorsqu'on a identifié des choses fabuleuses, on les donne en production à des producteurs artisans. J'ai découvert Cocopelli comme la plupart des gens ont découvert Cocopelli parce qu'ils avaient des semences absolument magnifiques. Nos critères de sélection, le premier, c'est toujours le goût. Alors, on travaille, en plus, je travaille pour les meilleurs restaurants du Québec, les meilleurs chefs. Alors, le goût est capital. Après ça, c'est la résistance aux maladies. Le goût d'abord, la résistance aux maladies et la productivité ensuite. Je passe l'hiver à chercher et à aller cueillir des variétés à travers le monde entier. Mais je collabore aussi avec des hybrideurs. On fait de la co-hybridation, du travail commun. On crée des nouvelles variétés. Il y a un mouvement, les gens se sont rendus compte que c'était pas tout d'avoir des semences anciennes, qu'il fallait les retravailler, qu'il fallait les recréer, parce qu'elles ne sont jamais anciennes de toute façon. Elles sont toujours vivantes, parce qu'on les sème. Et c'est important de rebrasser aussi tous les gènes, parce qu'il y a des vecteurs de maladies ont considérablement augmenté. Il n'y a rien de mal à un hybride. Les abeilles ont passé des millions d'années en fait à hybrider en transportant les pollens d'une plante à l'autre. Lorsqu'on dit le mot hybride, on a peur aujourd'hui. Le problème n'est pas l'hybride en soi, parce que l'hybride, il est naturel. Le problème, c'est le choix de l'hybrideur. C'est pour quelles valeurs, quelles ont été les valeurs qu'on a mis dans les mélanges de semences, dans nos mélanges de pollen. Les plantes sont toutes les mêmes, elles font la table. On a des plantes, comme l'exige la loi d'ailleurs, les plantes doivent être homogènes et stables. C'est-à-dire que c'est absolument contraire à tout ce qui fait la définition de la vie. On est vraiment dans un monde, si vous voulez, où les valeurs sont totalement inversées. L'industrie des pesticides contrôle l'industrie des semences. L'industrie des pesticides, c'est l'industrie de la mort. L'industrie de la mort a pris le contrôle de la vie. Il faut vraiment créer un droit de propriété sur le vivant, parce que ces êtres vivants, ils se reproduisent, se multiplient gratuitement. Mais ça, ce serait quand même formidable si on réussissait à le faire payer. Et on y est tout plein là maintenant. Hein. Je veux dire, regardez, sous prétexte de stérilité des hommes, la disparition des spermatozoïdes, etc., on est en train d'artificialiser tout ça, c'est-à-dire de le rendre payant. C'est-à-dire que c'est en train de devenir une marchandise. D'ailleurs, maintenant, on peut choisir, semble-t-il, sur catalogue, les bons gènes de prix Nobel ou autres pour avoir un enfant qui correspondra à nos défauts, zéro défaut. Non mais attends, on est quoi, dans le monde industriel ou on est dans la vie ? On est dans l'amour, on est dans le partage, ou on est dans la domination. La semence, il y a l'aspect matériel, physique, et vous avez l'aspect génétique ou logiciel génétique. Ce qui intéresse les semenciers, c'est en effet la propriété de cette espèce de logiciel génétique. Et c'est ça qu'il s'agit de subtiliser. C'est ça que la semence elle-même, si vous voulez, le grain n'a strictement aucune valeur. Ce que l'agriculteur a reproduit, et reproduit à l'identique avec les semences de plantes, de la plupart des plantes, c'est le logiciel génétique, donc il l'a. Si vous essayez de lui faire payer, il ne le paiera pas. Parce que pourquoi paierait-il quelque chose qu'il a déjà? Donc le but, c'est d'arriver justement à interrompre cette transmission de ce logiciel génétique. Alors pour ça, il y a différents moyens. On peut mettre des formes de copyright, c'est le cas du certificat d'obtention, ou évidemment la chose vers laquelle on est en train de s'orienter de plus en plus, mettre un droit de brevet sur en quelque sorte le logiciel. On est en plein dans l'actualité, à savoir les OGM dont il est classiquement question, qui sont les OGM transgéniques, qui sont à la fois des OGM reconnus comme tels sur le plan technique et sur le plan juridique, donc qui sont légiférés,
mais aussi des OGM cachés qui, eux, sont des OGM déjà cultivés, reconnus comme tels sur le plan technique, mais pas sur le plan juridique, c'est-à-dire qu'ils bénéficient d'un statut qui leur permet d'échapper au champ d'application de la directive européenne. Donc ça veut dire qu'ils sont cultivés en toute opacité et que les citoyens consomment leurs produits sans le savoir. Et puis également ce qu'on appelle les nouveaux OGM, c'est-à-dire les produits des nouvelles technologies de modification du vivant, qui, eux, aujourd'hui, font débat pour savoir s'ils seront ou non légiférés, c'est-à-dire s'ils seront considérés comme étant ou non des OGM. On sait bien, quand on est utilisateur des OGM en tant qu'outil, à quel point on ne maîtrise rien des conséquences sanitaires, environnementales, etc. Et quand j'ai vu à quel point ces OGM étaient sous-évalués, je me suis dit, c'est mon devoir de chercheur et de citoyen de le dire. Donc, j'ai fait à la fois de l'information et aussi, en même temps, j'ai pris position. Alors ça peut surprendre parce que beaucoup de gens considèrent que le scientifique c'est quelqu'un de bien propre sur lui, de bien neutre, hein, c'est le gendre idéal, c'est le Michel Drucker de l'université. Ben non, je ne suis pas le Michel Drucker de l'université. Alors le lien Cocopelli, il se trouve que j'ai beaucoup interagi, c'est un lien militant, on s'est rencontrés notamment dans tous les grands salons bio comme le salon Marjolaine à Paris, l'équivalent à Lyon, etc. Eh bien, forcément, on s'est croisés souvent et je croisais en particulier Jocelyn et Pascaline et c'est pour ça que j'ai tenu à commencer cette intervention par un petit hommage à Jocelyn parce que je n'avais pas eu l'occasion de le faire publiquement et Jocelyn est un rayon de soleil qui me manque beaucoup et qui manque à tous ceux qui l'ont connu. Et moi j'aime beaucoup ce genre de festival, cette convergence des îlots de résistance, c'est quelque chose de merveilleux. On met en commun des expériences, des pratiques de terrain, c'est pas seulement du blabla, il y a des choses concrètes quoi. Il y a des gens qui sont là pour témoigner de ce qu'ils font, que l'on peut faire autrement, etc. Et c'est comme ça qu'on peut changer le monde. En tout cas, pour moi, c'est plus comme ça qu'on changera le monde qu'en faisant de la politique. J'ai essayé de faire les deux et j'ai compris. La norme dans l'eau potable, c'est 0,1 nanogramme par millilitre de glyphosate autorisé pour la considérer comme potable. D'accord ? J'ai 3,3. C'est-à-dire j'ai 33 fois la dose autorisée dans l'eau potable. Objectif, être le plus nombreux possible à faire nos analyses et démontrer qu'on en a tous, parce qu'on en a tous, dans nos urines tous les matins, et qu'une partie de ceux-là, qui ont fait leur analyse, décident de porter plainte. Dans le but d'une grande campagne nationale et sans doute internationale. Et il ne faut pas croire que le glyphosate, il va rester sur les plantes, ou il va rentrer que dans la terre. Comme il traite quand il fait beau, il y a évaporation, très forte évaporation, ça va dans les nuages. Et où est-ce qu'ils crèvent les nuages? Généralement sur les zones forestières ou les montagnes. Donc de toute façon, personne n'est à l'abri. Et il y a eu des analyses déjà faites en 1995, à Rennes par exemple, et dans d'autres régions de France, il pleut du glyphosate. Il pleuvait 3 fois la dose autorisée dans l'eau potable. Donc l'eau de pluie n'était pas potable. Voilà, on en est là. On est les fumeurs passifs du glyphosate. C'est-à-dire on est empoisonné par un produit qu'on n'utilise pas. Et en cela, c'est intolérable. Et en cela, ça explique la campagne. Et ça explique l'engouement que la campagne reçoit. Donc on a décidé qu'on porterait plainte contre des personnes. C'est-à-dire contre les gens qui sont en charge de ces organismes, de ces fabrications. Ces personnes-là qui ont l'habitude de décider en catimini sur des choses qui nous concernent, nous, directement, sauront qu'il y a des citoyens qui les ont à l'œil et qui ne laissent pas passer. Je vais intervenir sur le domaine de la nutrition, de la santé, de la prévention par l'alimentation, comment je vais aider les gens à comprendre leur système immunitaire, à l'entretenir, à le développer quand il est fatigué pour que ça reparte dans le bon sens. Je cherche plutôt à vider les centres anticancéreux plutôt qu'à les remplir. Alors évidemment, j'ai des collègues qui ne sont pas trop contents parce que le cancer, ça fait vivre beaucoup de monde. Figurez-vous que nous avons un organisme fabuleusement constitué, qu'on soit croyant ou incroyant, que ce soit le cerveau, les reins, le foie, les yeux, la rétine, les articulations, tout est absolument génial. Mais le problème, c'est qu'il faut entretenir tout cela. Et entretenir, ça veut dire quoi? Ça veut dire mettre la bonne essence dans votre corps. Pourquoi faire? Pour maintenir des défenses immunitaires, ce qu'on appelle une immunité de qualité. On n'a jamais vu autant d'humains dans les pays occidentaux qui ont ce qu'on appelle une hépatopathie stéatosique. Je traduis, foie gras. Alors les gens vous disent, mais je ne suis pas une oie. Non, mais la différence, c'est que les oies, tu es obligé de les gaver. Elles n'aiment pas trop. Mais toi, tu te gaves sans le savoir. De quoi? Tu te gaves tout simplement de produits qui ne sont pas des produits vivants. Say
working on agricultural development in the Gambia, you know, because we have so much land but we don't use much at all. So we have a big problem of importing like 80% of so many of major foods like potatoes and rice. I'm working hard to try and encourage and work with farmers in the local area and the community to teach them how to use their own land to develop produce and be able to eat much more healthy food if they grow it themselves than to import it from abroad. So we're so interested to work with the other organizations that are working on preserving agriculture and trying to develop it more. Ready? Yeah, I'm ready. Born ready. And our music is spiritual music from where we're from, it's ancestral music. And our music is God's message. We sing about social commentary, the seeds, you know it. If ever you don't have seeds, there's a huge crisis all over the world. We support it because it's all about sustaining and also developing the environment. Le futur appartient à des lieux comme ça qui sont à la fois agricoles et à la fois culturels aussi. Je pense qu'il nous revient vraiment de regagner notre autonomie alimentaire et notre autonomie culturelle aussi. Parce que tout le monde peut chanter, tout le monde peut créer. Il faut l'organiser et puis il faut retrouver une forme de dignité d'expression et une biodiversité de l'expression qui passe pas forcément par les grands médias, qui peut se faire partout. En 2021, entre en vigueur le nouveau règlement européen sur l'agriculture biologique. Il introduit 2 nouvelles catégories de variétés de semences qui pourront être mises sur le marché. L'une, le matériel hétérogène biologique, qui correspond en fait aux dizaines de milliers de variétés traditionnelles, si on peut dire, qui ne répondent pas aux critères d'homogénéité génétique du catalogue officiel et qui donc ne sont pas inscrites au catalogue et qui pourront, à partir de 1er janvier 2021, être mises sur le marché sans inscription au catalogue et moyennant une procédure légère et gratuite de déclaration préalable. Et une autre catégorie qui s'appelle les variétés biologiques adaptées à la production biologique. C'est une longue expression pour dire qu'il s'agit de variétés nouvelles et non pas donc de variétés traditionnelles, anciennes ou paysannes, de variétés nouvelles qui sont mises au point dans le cadre de programmes de sélection variétale pour les besoins spécifiques de l'agriculture biologique. Bien, quelque part, c'est ce que disait Ananda pendant sa conférence, c'est pas Cocopelli qui s'adapte à la réglementation, c'est la réglementation qui s'adapte aux pratiques de Cocopelli. Cocopelli est un petit peu le poil à gratter de la législation, et si la législation semences est en train de s'assouplir, Cocopelli va aller pousser un peu les murs de la législation plantes médicinales par exemple, médecine alternative, etc. On se revendique comme artisan semencier parce que dans le mot artisan, en général, c'est celui qui fait, qui pense à son métier. Et donc c'est ça qui est intéressant, il ne faut pas qu'il y ait de différence entre ceux qui font et ceux qui conçoivent. Et le problème de l'agriculture, depuis maintenant presque un siècle, c'est qu'il y a des chercheurs qui sont là pour trouver les solutions, des techniciens agricoles qui sont là pour diffuser les solutions que les chercheurs ont trouvées, et des exploitants agricoles qui se retrouvent à appliquer ces solutions qui ont été mises en place dans les laboratoires ou dans un but bien particulier, et ce qui fait qu'ils travaillent contre leurs propres intérêts. L'agriculture, c'est le premier des arts, et une agriculture sans culture, ça n'existe pas. Le plus important, c'est de transmettre les savoir-faire, de les partager. La loi en 2021 et toutes les lois en préparation, tout le monde est en train de dire que c'est une grosse victoire, mais moi je demande à voir. On en reparle en 2022. De toute manière, même s'il y a le cadre juridique, après il faut-il encore qu'on puisse s'en servir. C'est-à-dire que si les gens ne prennent, s'il n'y a pas de prise de conscience à tous les niveaux de la société, je ne vois pas pourquoi elle changerait. Je suis agriculteur en agriculture biologique, je cultive des céréales, uniquement des variétés paysannes. Je suis totalement autonome pour tout ce qui est semences, c'est-à-dire je ressème tout à fait ma propre récolte
ou alors je la fais voyager avec des voisins, on fait des échanges de même variété. Et sinon, je commercialise la totalité de ma production en circuit court ou en vente directe. Ce qui est important, c'est de lier ces semences paysannes au savoir-faire qui leur sont associés et de pouvoir de nouveau reformer les agriculteurs pour qu'ils puissent se réapproprier cette connaissance et ces techniques. Και αυτές τις μέρες μας δόθηκε η ευκαιρία να γνωρίσουμε πάρα πολλούς ανθρώπους από διάφορες περιοχές του κόσμου, από την Ινδία, από τη Λατινική Αμερική και να ενώσουμε τις δυνάμεις μας και να βρούμε από κοινού λύσεις για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε στις χώρες μας. Ήταν πάρα πολύ καλό και για όλους ότι μαζί μας στην αντιπροσωπεία ήταν και ο Γιώργος ο Δούμος που είναι αγρότης καλλιεργητής παραδοσιακών ποικιλιών. Καλλιεργώ παραδοσιακές ποικιλίες εδώ και βασικά το μονόκοκο εδώ και μια δεκαετία. Έχει εχθρούς, δεν έχει ασθένειες, βγάζω ψωμί, ζυμαρικά, νυμφάδες, κριτσίνια κτλ. Κρατάω το δικό μου σπόρο, καλλιεργώ και άλλες ποικιλίες παραδοσιακές σιτηρών. Με τις ποικιλίες βασικά, με τις ντόπιες, με τις παραδοσιακές ποικιλίες που καλλιεργώ, η δουλειά μου έχει πάει πολύ καλύτερα. Δεν έχω ανάγκη των γεωπόνων με τη φυτοπροστασία, με τα λιπάσματα, με το να αγοράσω σπόρους. Να πούμε ότι σώζοντας το μονόκοκο στάρι που έχει βρεθεί σε ανασκαφές σε διάφορες περιοχές στην Ελλάδα και χρονολογείται εδώ και 9.000 χρόνια και επίσης το μονόκοκο στάρι δεν δημιουργεί προβλήματα υγείας σε όσους έχουν θέμα με τη γλουτένη. Nous sommes à Langomaille producteurs de semences, de céréales, mais également aussi de potagères, de médicinales, de florales, etc. Des fourragères aussi bien sûr, puisqu'on est sur un ensemble de fermes où on a aussi pas mal d'élevage. On a appris par l'intermédiaire de Cocopelli à faire ses propres semences et donc ça a donné lieu aussi au cours des années suivantes à des stages qui ont eu lieu chez nous, d'un côté théorique avec Dominique au début, après avec d'autres producteurs de semences qui sont venus faire le professeur, et après avec quelqu'un qui est venu de l'Inde, Stéphane Fayon, qui a fait aussi des stages sur l'agroécologie. Donc, et là, ça a ramené pas mal de gens de la région et de plus loin qui sont donc venus profiter des stages organisés chez nous, d'un côté théorique et d'un côté pratique, puisqu'on avait sur place des jardins et on avait aussi un début de commencement de production de semences. C'est notre but en fait d'essayer de donner l'envie aux gens de produire de la semence. On a récréé de sol parce qu'il n'y en avait pas. Et c'était un terrain disponible d'Auroville. C'était un terrain complètement érodé, il n'y avait pas de sol. C'était 60% de cailloux. Et on voulait donc régénérer la terre sans apport de l'extérieur. Parce que les gens ils disent « Oh, mais il faut amener de bonnes terres, il faut amener du compost de l'extérieur ». Mais on a dit non, il faut trouver la solution dans le problème. On a introduit dans les lieux une plante exotique. Et cette plante exotique venait d'un désert en Australie. Et chez nous, c'était un désert similaire, le désert rouge comme en Australie. Et la plante s'est amusée à se multiplier. On ne savait pas quand on a planté cette plante. Et cette plante a commencé à pousser comme du chien-dent. Elle a produit dans le désert la biomasse. Et une fois qu'on a la biomasse, tout le reste, elle suit. J'ai fait de l'agriculture bio, la conservation de variétés de riz, des millets, enfin traditionnel en fait. C'était pas question de bio encore, traditionnel. Et puis le jardinage de graines avec ma copine Deepika.
On a démarré un jardin pour multiplier les graines de plantes en danger indigènes, locales. Et puis la régénération de terres vagues, de terres qui est détruite par les êtres humains. Tu ne peux pas séparer la graine de toute la création. Donc si un agriculteur ou un jardinier plante une graine, il est co-créateur avec tout, avec l'univers, avec les forces créatives. Tu comprends? C'est pour ça que c'est un acte sacré. Il y a un retour à la terre. Des jeunes, ils sont 30 ans, ils abandonnent leur boulot, même les boulots qui font de l'argent. À partir de moment où j'ai eu un échec, une rupture dans mon évolution, dans mon éducation, et un échec au baccalauréat, et donc je me suis trouvé sans rien, sans ressources. J'allais pêcher. Et puis à partir de là, j'ai commencé à me dire, mais dans le fond, si je produisais du miel, peut-être que j'aurais un métier, je pourrais m'insérer dans la société. Et donc, comme j'avais rien, j'ai fait des ruches en terre. Et à partir de là, je suis toujours resté là. J'ai 91 ans, j'en suis toujours là. J'aime le miel, mais je mange aussi la cire. Et je me soigne avec la propolis, et je me soigne avec le venin d'abeille. Ça résout tous les problèmes. Maintenant, presque tout ce que vous prenez, ce que vous mangez, est passé par une production industrielle. L'authentique, c'est très rare. Donc moi, je suis à l'affût de cette nature sauvage. Tous les paysans faisaient leurs ruches. On n'avait pas de machine à bois pour faire des planches et tout ça, donc on faisait des ruches en vannerie, qui est un matériau qui se prête parfaitement bien à ça et dans lequel la ruche en vannerie, c'est une ruche qui est parfaitement adaptée à l'habitat naturel des abeilles. Et les abeilles y sont très confortablement installées dedans. C'est un habitat qui est parfaitement bien isolé, qui permet une très bonne gestion de la température et de l'hygrométrie, qui sont les deux paramètres les plus importants que doit gérer la colonie d'abeilles. Expliquer à un enfant qu'on dépend d'un tout, et que ce tout, il ne tient en équilibre que parce qu'il est riche et diversifié, donc c'est ça la biodiversité, c'est pas toujours facile, parce qu'effectivement on peut se poser la question de savoir, oui, bon, s'il n'y a pas d'ours dans les Pyrénées, la Terre continuera de tourner. Oui, peut-être, mais si on ne fait pas gaffe aux ours, qu'on ne fait pas gaffe à des tas d'autres animaux comme les abeilles ou d'autres choses qui nous sont beaucoup plus précieuses aussi, si on n'est pas capable de s'intéresser et de sauver ces choses-là, c'est tout l'édifice qui va s'écrouler. Et cet édifice, on en fait partie, on est dedans. Donc cette biodiversité, elle nous nourrit d'abord. Une nourriture monospécifique, pour ne parler que de l'alimentation, concourra à la perte rapide de l'humanité, c'est une évidence, on le sait ça. Quand j'ai lancé la première guerre de l'ortie, y compris dans le milieu écolo et agronomique, tout le monde se foutait de ma gueule parce que, soi-disant, que c'était pas possible. Et je crois que Dominique Guillet a eu le même genre de remarques aussi. On lui dit mais c'est pas possible, on privatisera jamais les semences, ne t'inquiète pas, c'est un combat pour eux. Et on voit bien que malheureusement, l'histoire nous a donné raison. Tous ces combats-là, il faut les mener, il ne faut surtout pas baisser les bras. Et il ne faut surtout pas se laisser leurrer par tout ce qu'on nous dit et tout ce qu'on nous montre, quoi. On est vraiment dans une société qui cherche à nous priver de nos moyens d'autonomie. La semence est à la base de cette autonomie. En tant que paysan, en tout cas, c'est une évidence. Le ministère fait tout pour nous isoler et faire en sorte que l'on ne soit pas suivi et qu'on ne rassemble pas nos troupes. Et on se rend compte qu'on est très très nombreux à partager ces valeurs et ces combats-là. Donc voilà, des événements festifs comme celui-ci sont de la plus haute importance. Et quand on voit le succès des ateliers, on pourrait recevoir 10, j'exagère pas, 10-15 fois plus de personnes qu'on en reçoit parce qu'il y a vraiment une demande énorme de la part du public. La semence, c'est à la fois le patrimoine, c'est des années, des siècles, des millénaires de patrimoine génétique accumulé et c'est la promesse d'avenir. C'est ce qu'elle va transmettre, quelle que soit la semence, la mienne et celle des plantes. Je me rends compte même sur le terrain aujourd'hui que c'est difficile de trouver des semences bio et de qualité. Et on est vraiment restés toujours amis, assez fidèles. En fait, bon, on a toujours fait des échanges de produits. Et Dominique et Semences sans frontières à l'époque m'a toujours donné des semences pour les producteurs. Quand j'allais en Inde, en Afrique du Sud, en Vietnam, en Chine, j'ai emmené des semences avec moi.
Je trouve que Kokopelli fait un travail remarquable. Ça a ensemencé aussi plein d'autres personnes qui ont commencé à faire des semences, plus ou moins bien, comme la bio en général, je dirais. To spread the message of conservation and sustainability throughout India. There is one set of problems that face all the farmers and peasants in India, and that is that they do not have access to their heritage indigenous seeds. And my love for food compelled me to search for its source. Seeds, the most unassuming, potent gift of life. My seed calling came then. I'm humbled today that the seeds have chosen us to be the guardians of the seeds. Annadana, which is the foundation that Kokopelli had set up in 2001 in Auroville. The Annadana's reins were handed over to me by Dominic to, so I gave it a legal entity. Annadana is today a non-profit registered organization. It was supported by Kokopelli for the founding years. But thereafter, we became autonomous. Seed embodies freedom. Seed embodies the freedom to stay alive. Seed embodies diversity. And to me, that is absolutely heaven. L'arbre et la forêt sont les moyens avec lesquels actuellement on va pouvoir changer les choses. Il y a des gens qui réfléchissent à la collapsologie. Quelque part, il y aura une interruption de cette tendance. Ce n'est pas possible que ça continue. Jamais la nature n'a montré de courbe asymptotique de manière indéfinie. Donc qu'est-ce qu'on va faire pour préparer la suite, la transition écologique comme on l'appelle? Et là on se rend compte de plus en plus, on est nombreux à se rendre compte de ça, c'est que l'arbre deviendra l'unité d'action pour cette transition. Chaque arbre planté dans un système agricole est du bénéfice à la fois pour ce système agricole mais aussi pour la problématique tout entière. Maintenant la réflexion c'est quel système agricole, comment comprendre les forêts, quelles sont les méthodes associant l'arbre à la fertilité pour rendre l'agriculture de nouveau organique. Je fais pousser des légumes depuis que j'ai 16 ans et j'étais pas au courant de cette problématique des semences. Je viens voir les conférences parce que c'est des sujets qui m'inspirent beaucoup et j'ai besoin de me nourrir pour pouvoir derrière passer à l'acte. Ici il y a des sujets authentiques dont on parle pas à demi-mot en fait. Je travaille à Kokopelli depuis la création de l'association en 1999. Je me suis occupé de Kokopelli à l'époque quand nous étions sur Alès, pendant à peu près 13 ans. Je tiens aussi à remercier mon grand frère Dominique, qui est notre aîné, parce que c'est quand même lui qui m'a mis sur cette voie. Et c'est vrai qu'ensemble, on a bourlingué pendant 30-35 ans. Il m'a enseigné beaucoup de choses sur ce domaine-là, les élixirs floraux, les semences. Et si j'en suis là aujourd'hui, je peux que le remercier. Je suis très fier de lui. Des conférences, des intervenants passionnants, on a beaucoup appris, on a beaucoup échangé, une liberté de parole. J'aime la philosophie de Kokopelli qui est d'être résistant. Cette multiplicité des semences, pour moi c'est ça Kokopelli et c'est ça que je vois. Franchement, c'est vraiment l'image que j'ai et d'ailleurs il suffit de se promener dans l'enceinte pour se rendre compte que l'image elle n'est pas surfaite. Bravo à Kokopelli, à toute l'énergie qui est mise là-dedans. À Nanda en particulier, c'est juste fantastique qu'ils arrivent à faire ça en plus de toute l'activité quotidienne qui doit être très, très prenante. Kokopelli quoi, donc évidemment nous le renom de l'assaut il nous a atteint comme des millions de gens. Parce que je pense qu'on partage tous, dans les luttes qu'on a, on partage tous aussi des rêves et des espoirs communs qui nous amènent justement aux fondamentaux qui sont quand même la relation à l'autre. Et on trouve beaucoup de ça ici. Chapeau pour organiser ça. Ici aussi, we support Kokopelli. Let's save our seeds. Yeah, longue vie à Kokopelli. Travail complètement incroyable et je pense que même si on nous avait dit vous allez travailler autant pour organiser l'événement, ça se trouve on aurait réfléchi à le faire, mais voilà, bon, on savait pas que c'était compliqué donc on y allait, mais il y a eu vraiment un don de tout le monde en fait pour que ce festival il voit le jour, donc c'est un remerciement global que j'ai envie de faire à tout le monde en fait. Clairement on va pas s'arrêter là, on serait de toute façon incroyablement frustré de s'arrêter, donc on va continuer quoi.